Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les élections locales et régionales initialement prévues le 17 décembre ont été reportées au mois d'avril 2018. La décision a été prise hier lors du Conseil des ministres tenu à Koulouba. L'objectif selon le gouvernement est d'organiser des élections inclusives et apaisées. Que pensent les différents acteurs de ce report? Quelle est l'attente des Maliens à ces prochaines élections? Peut-on s'attendre à des élections réussies en avril 2018? Ce sont les questions qu'on va poser à trois invités, la majorité, l'opposition et la société civile. Il s'agit de Boulan Baro qui est de la majorité, Al-Kaïdi Touré de l'opposition et Ibrahim Sango, président de l'Observatoire des élections. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Les élections ont été reportées, alors peut-on s'attendre à des élections réussies en avril 2018? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et vous connaissez déjà les invités, la majorité, l'opposition et la société civile. Nous allons commencer par la majorité. Boulan Baro, que pensez-vous de ce report des élections qui était prévu pour le 17 décembre? Bon, d'abord je salue les téléspectateurs de Studio Tamani. D'abord, pour parler du report, il faut aussi parler d'abord du contexte, parce que ce que nous avons dit, il fallait attendre que l'administration, qui est l'organisateur principal de ces élections-là, se prononce, parce que c'est eux qui ont convié les collèges électoraux. Nous ne sommes que des partis politiques, nous participons, nous compétissons, nous n'organisons pas. Alors, effectivement, hier, nous avons tous appris le report. Les raisons qui ont été évoquées selon le communiqué du gouvernement, c'est pour permettre à ce que ça soit une élection inclusive. Ce sont les principales raisons que moi je peux évoquer. Maintenant, si c'est la seule raison qui a été évoquée pour le report, nous osons espérer que d'ici là, on va travailler pour que ça soit dans l'inclusivité possible. Donc, au regard des raisons du report, si c'est effectivement pour des soucis d'inclusivité, on peut parier que d'ici le mois d'avril 2018, nous pourrons aller vers des élections réussies. D'accord. Vous venez de dire tout de suite que la décision doit venir des autorités. Ça, c'est une réalité. Vous dites que vous ne devez que participer. Mais pensez-vous pas que votre rôle va au-delà de cette participation? Seulement, d'abord en tant que Malien et après en tant que parti politique, probablement vous allez vous présenter à ces élections. Oui, nous étions déjà dans la mouvance de ces élections, parce que tout simplement, que ce soit les partis de l'opposition ou de la majorité, nous étions tous prêts, on avait tous déposé des listes et des candidatures pour participer à ces élections. Alors nous sommes des acteurs majeurs du processus électoral. Alors donc maintenant, par rapport à l'élection matérielle, c'est que c'est l'administration qui organise les élections. Alors la question elle est la suivante, est-ce que les conditions pour lesquelles ces élections ont été reportées vous semblent justifiées? Les seules conditions qui ont été dites, c'est par rapport à l'inclusivité. Maintenant, qui n'était pas au rendez-vous? Je ne pense pas que ce soit l'un des acteurs majeurs du processus électoral qui n'était pas au rendez-vous. Nous avons appris par-ci, par-là, que ce sont les groupes armés, les groupes signataires, la plateforme et la CEMA, qui sont un peu réticents, qui voulaient participer. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est quoi? J'ai parlé de l'enjeu tout à l'heure. Il s'agit des élections régionales et des conseils de cercle, principalement, qui sont une nouveauté dans notre processus électoral. D'habitude, là, c'est la première fois. Donc ça, c'est une exigence de l'accord que nous exige à faire des élections sous cette forme-là, avec le suffrage universel direct, et pour les conseils de cercle et pour les conseils régionaux. Alors, si c'est une exigence de l'accord, et il se trouve que ce sont des partenaires de l'accord, et ils sont aussi des acteurs de l'accord, qui pensent que cette élection elle doit être faite ne serait-ce que pour la mise en œuvre de l'accord. S'ils ne se sentent pas concernés par rapport à cette élection, peut-être qu'il y a quelque chose qui boite un peu, quoi. Qui ne va pas. D'accord. Voilà. L'opposition, alors, il a dit tout de suite, la CMA et la plateforme, qui sont les principaux groupes armés signataires de l'accord de paix, étaient réticentes par rapport à la tenue de ces élections le 17 décembre prochain. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été reporté pour avril 2018. L'opposition, quelle était sa position par rapport à la tenue des élections? Merci beaucoup, M. Touré, et bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs du groupe Tamani.
Mais nous avons fait un débat. Et il se souvient bien de tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que dès l'instant que le mouvement ont demandé le report, il y aura report, absolument. Parce que le Mali n'est pas gouverné de l'intérieur, le Mali est gouverné de l'extérieur. Est-ce que c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies ou est-ce que c'est parce que les groupes armés ont demandé qu'il y ait report? Les groupes armés ont dit que le gouvernement a toujours pris des décisions unilatérales. Ce n'est pas les groupes armés seulement qui forment le Mali. Il y a l'opposition. Est-ce que l'opposition a été consultée? Est-ce que tous les grands partis majoritaires qui devraient participer, qui devraient être acteurs ont été consultés? C'est ça. C'est ce manque de communication. Le fait de vouloir aller seul, faire chemin seul, c'est ce qui pose problème. Ça, c'est le médecin après la mort. Mais qu'est-ce qui les empêchait de consulter tout le monde et d'arrêter quelque chose ensemble? Qu'est-ce qui les empêchait? Maintenant que ça a été reporté, est-ce que vous avez été consulté avant que ça ne soit reporté? Vous savez, c'est-à-dire, bon, les groupes sont les seuls acteurs qui peuvent être consultés. Ici, les autres là ne comptent pas pour le Mali. Hein. C'est ça le problème. La difficulté que nous avons dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Ils croient que c'est ça, gouverner. Gouverner, c'est pas ça. C'est-à-dire, s'il y a un seul individu qui a un point de vue, il faut prendre ce point de vue en considération. Je considère tout simplement que c'est le médecin après la mort. Et c'est comme ça que nous avons été gouvernés depuis le début du mandat jusqu'à présent. Ils font les choses seuls. D'accord qu'il fallait reporter ces élections? Mais naturellement, il faut consulter tout le monde, il faut être d'accord tout le monde. J'ai dit, moi, les élections, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'insécurité qui existe aujourd'hui au Mali, dès l'instant que tous les acteurs sont d'accord sur le schéma, ça pose absolument aucun problème. Mais vous ne pouvez pas dire que vous faites les choses seuls sans consulter qui que ce soit. Et quand ça ne va pas, quand c'est à ce moment qu'on dit on consulte, mais c'est la même chose par rapport à la révision constitutionnelle. D'accord. Alors, Monsieur Sango, les partis politiques, la majorité et l'opposition viennent de parler tout de suite. Vous êtes de la société civile et vous maîtrisez bien les questions des élections parce que vous les observez depuis longtemps. Que pensez-vous de toute cette situation? Merci beaucoup. Nous pensons que le gouvernement n'a pas un gouvernement de professionnels. C'est des amateurs, à notre sens. Le gouvernement du Mali, notamment le ministère de l'administration territoriale, nous pensons que c'est des amateurs qui sont là-bas. Parce que vous ne pouvez pas convoquer un décret au niveau du Conseil des ministres pour convoquer des élections et après dire non, il y a ceci, il y a cela. Ça veut dire qu'au préalable, vous n'avez pas fait votre travail comme il se doit. Et je rappelle qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, il y a des cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile, avec les partenaires techniques et financiers. Mais ces cadres ne sont pas dynamiques. Ils ne sont pas dynamiques et le gouvernement prend à lui seul, à tue-tête, des décisions et après revient sur les décisions. Tout le monde sait qu'au Mali, aujourd'hui, la situation sécuritaire est dégradée. Si on veut schématiser le Mali, aujourd'hui, la République du Mali, c'est de Caille jusqu'au carrefour de Djenné. À partir du carrefour de Djenné jusqu'à Kidal, ce n'est plus le Mali. C'est Amadou Koufa qui règne, ou c'est Hier qui règne, ou c'est la MINUSMA, ou c'est Barkhane. Donc le Mali n'a aucune emprise sur les 2/3 de son territoire actuellement. Et vouloir faire des élections dans ces conditions, c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Pourtant, il y a des autorités intérimaires qui sont installées dans ces différentes localités. Mais même les autorités intérimaires, pourquoi la CEMA et la plateforme ont demandé le report? Parce qu'ils ont été installés comme ça. Mais ils n'ont aucun avantage, ils n'ont aucune structure pour les encadrer. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, le contenu est vide. On a installé XY comme autorité intérimaire, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est leur devoir? Quelle est leur obligation? Rien. Il n'y a rien. Ils sont là-bas seulement comme des figurants. Donc eux aussi disent que non, c'est pas possible. Ils ne vont pas aller à des élections comme ça. Et les élections qui ont été convoquées, c'est les élections régionales, locales. Donc ça intéresse le niveau local. Alors que s'il n'y a pas de sécurité dans le niveau local, il n'y a rien. Mais ensuite, ce qui est plus grave encore, c'est que c'était les 59 communes qui n'ont pas participé aux élections communales de 2016 qui étaient concernées. Maintenant, ces 59 communes, c'est au nord. C'est les 2/3 du Mali qui sont au nord, qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement du Mali. Et on veut faire des élections. Donc c'est fourrer les doigts dans l'œil. Est-ce que pour la date du 17, vous avez été consulté en tant que société civile? Depuis que le ministre Tchamaïmar Koulibaly est devenu ministre de l'administration territoriale, aucune organisation de la société civile n'a été consultée par rapport aux élections. Même pour ce report-là? Même pour ce report, personne n'a été consulté. Et je vous donne un exemple du mépris du gouvernement actuel par rapport aux organisations de la société civile. C'est que hier dimanche, il y a eu la relecture de la loi de 2016 qui n'a pas été appliquée, qui a été prise en octobre 2016. Cette loi a été relue par le Conseil des ministres et avec seulement la mention du fait que les militaires vont voter désormais avec les civils. Parce que dans la loi, on dit que les militaires votent une semaine avant les civils. Maintenant, c'est pour corriger cet état de fait. Mais même pour cela, la loi
qui a été adopté en 2016, qui n'a pas été appliqué, méritait quand même une concertation avec les partis politiques, les organisations de la société civile pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Surtout que le protocole additionnel de la CEDEAO qui existe dit qu'à 6 mois des élections, on ne peut plus toucher à la loi électorale. Maintenant, on a dit les élections locales, ce sera en avril. Ce n'est pas 6 mois, ça ne respecte pas le délai de 6 mois. Et aussi, il y a les présidentielles et les législatives qui viennent en 2018. Donc si on reste comme ça, patauger dans la loi électorale, à prendre les décisions seules, on n'en sortira pas. D'accord. Monsieur Bouloulambaro, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Sango par rapport à cette question? Je partage l'avis de Monsieur Sango. Vous pensez que le gouvernement malien, l'administration, le ministère est un amateur? Quand même qu'il y a de l'amateurisme. Là, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Peut-être ça va m'amener à faire comprendre à quelqu'un qui ne m'avait pas compris la face derrière. J'ai dit... D'accord. Juste une petite question. Vous êtes proche du gouvernement, puisque vous êtes de la majorité présidentielle. Alors, est-ce que vous avez soulevé ces questions auprès moi, je suis là en tant que parti politique. Et je défends la position des partis politiques. J'ai dit qu'il ne faudrait pas comprendre les plaisirs de dire chaque fois aux Maliens que ce sont les partis politiques qui n'étaient pas prêts pour les élections. Parce qu'il y a eu des reports précédemment où on dit que ce sont les partis politiques eux-mêmes qui ont demandé des reports. Il dit cette fois-ci, il n'en est pas question. Nous sommes prêts. Maintenant, qu'on aille, s'il y a un report, qu'on aille chercher, qu'on aille situer la résultat ailleurs. Il ne faudrait pas que nous nous plaisons à faciliter la tâche à ce gouvernement, dire que non, on n'est pas prêt pour les... Ça ne nous revient pas. Ça ne nous revient pas. Qu'on ne dise pas que ah non, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui n'étaient pas prêts pour les élections. Voilà pourquoi ils ont demandé des reports. Cette fois-ci, ils peuvent dire tout. Sauf que de dire que ce sont les partis politiques qui n'étaient pas prêts, ou encore le report a été suivi par les partis politiques. Là, il n'en est pas question. D'accord. Nous sommes prêts sur le plan matériel, mais nous devons encore améliorer la préparation politique de ces élections pour que tout le monde y participe et qu'elles soient pleinement réussies, a expliqué Tcheman Hubert Coulibaly, ministre de l'administration territoriale hier. Monsieur Al-Kaïdi, que pensez-vous de cette déclaration de monsieur Tcheman Hubert Coulibaly? Nous sommes prêts? Bon, personne n'est prêt. C'est-à-dire c'est toujours le même mot. Vous savez, les élections de novembre, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les élections de novembre pouvaient être tenues sur tout le territoire national. Mais qu'est-ce qu'il en était? Absolument rien. À la fin, il y a eu 59 communes qui n'ont pas pu voter. Et ces 59 communes ne voteront pas cette fois-ci. Donc le fait de dire, dans le gouvernement, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que le Mali, le gouvernement, c'est le gouvernement de la République du Mali. Nous avons des difficultés. Et quand il y a des difficultés, les gens doivent se parler. Les gens doivent se parler. C'est-à-dire on ne doit pas venir chaque fois nous raconter. Mais on prend toujours les lois, on dit la probité, on dit l'honnêteté, on dit la transparence. Mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour autant que c'est transparent? Ce n'est pas ça, c'est le fait c'est des déclarations. Le ministre, qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise? Qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts, il ne va pas le dire. Mais dans tous les cas, on sait qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'être prêt veut dire que je peux amener les urnes partout. Est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Matériellement, il y a des endroits où on ne peut même pas parler d'élection. Et quel est le rôle de l'opposition dans tout ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Nous n'existons que parce que nous sommes là et on est obligé souvent de venir au studio Tamani pour parler. Parce que même pour avoir une audience, pour aller parler, on va parler à qui? Si les gens qui doivent nous écouter, on demande la parole, on ne nous donne pas. On demande à être reçu, on n'est pas reçu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La seule chose que nous faisons, nous le faisons. Mais nous avons toujours fait des propositions ici qui n'ont jamais été prises en compte. Mais on nous dit, nous ne faisons que critiquer, nous ne proposons rien. Et qu'est-ce que vous voulez que nous proposons? Quand les gens ne vous considèrent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand on vous méprise, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, est-ce que les Maliens doivent se poser une question par rapport à l'utilité de l'opposition? Mais l'opposition, qu'est-ce que nous devons faire que nous n'avons pas fait? Je te pose la question toi-même. Tu ne peux pas me dire une chose. C'est à vous de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous avez fait? La question que tout ce que nous devons faire, nous l'avons fait. C'est-à-dire comme quoi? Nous avons fait tout ce que nous devrons faire. Chaque fois que nous devrons écrire, nous avons écrit. Chaque fois qu'il y a des difficultés par rapport aux élections, nous avons dit. Chaque fois qu'il y a quelque chose à dénoncer, nous avons dénoncé. Nous avons demandé à être reçus. Nous avons demandé à nous consulter. On ne le fait pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas les obliger à faire ceux qui sont au pouvoir. D'accord. Monsieur Sango, vous dites tout de suite que le gouvernement n'a pas bien joué son rôle. Et l'opposition, est-ce qu'elle joue bien son rôle, selon vous? À mon avis, de 2013 à aujourd'hui, ce que nous avons vu avec l'opposition, on ne l'avait pas vu dans notre pays auparavant. L'opposition, par 2 fois, a fait des motions de censure contre le gouvernement. Ça, c'est des trucs à saluer et joue son rôle. Mais l'opposition a un statut et joue son rôle dans le cadre de ce statut. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement, c'est le parti au pouvoir qui sont au pouvoir. Donc c'est à eux d'organiser la vie comme il le faut.
Mais au-delà de cela, nous avons souhaité qu'au-delà de l'administration territoriale, il y ait un organe unique de gestion des élections. Parce qu'ici, on voit que par le passé, avec les élections communales, il y a eu 4 reports. Et puis avec ces élections locales, il y a 2 reports, un deuxième report. Ça veut dire qu'on a convoqué 2 fois et puis ça n'a pas pu se tenir. Donc ça pose la question de l'organe unique de gestion des élections. On doit comprendre que les élections, c'est une nécessité, c'est le socle de la démocratie et c'est un cycle. On doit savoir que, par exemple, en juillet 2018, il doit y avoir le premier tour de l'élection présidentielle et se préparer en conséquence. Ce n'est pas à 2 mois, 3 mois qu'on vient dire non, il y a l'insécurité, il y a le manque de communication, il y a cela. Il y a des cadres qui existent et il faut que ces cadres-là vivent. Sinon, si les cadres ne vivent pas, c'est la rue qui prend le devant. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. La rue est en train de prendre le devant et c'est très mauvais pour notre démocratie. D'accord. Le ministre de l'administration territoriale a déclaré: nous sommes prêts sur le plan matériel, mais nous devons améliorer la préparation politique. À quoi consiste cette préparation politique? Pour moi, ils ne sont même pas prêts pour le plan matériel. Parce que les élections, quand on devrait les faire le 17 décembre, c'est des élections couplées. Donc c'est une première dans notre pays. Dans l'histoire, il n'y a eu qu'une seule fois des élections couplées. Ça, c'était à Bougouni, avec une législature partielle et puis des communales. Mais les Maliens ne sont pas prêts à faire les élections couplées. Ça rentre dans le cadre de l'organisation matérielle. Donc, ce n'était pas possible. Maintenant, la préparation politique dont on parle, il ne concède pas. Le ministre de l'administration territoriale est là, il prend sa décision comme il veut. Et je vous ai donné l'exemple. Hier seulement, il relie la loi électorale, alors que le cadre de concertation avec les partis politiques, avec la société civile, ça n'a pas été animé. Donc, lui seul, il prend des décisions, il relie. Donc, l'échec, c'est dans son cas. D'accord. La CMA avait demandé le report de ces élections. Écoutons la réaction de son porte-parole, Ilad. Nous pensons que ça doit être l'occasion pour discuter pendant ces 4 mois et demi des véritables problèmes, des véritables préoccupations, notamment revoir les lois qui sont en violation de l'accord, c'est-à-dire la loi le code de collectivité, la loi sur la libre administration. Et ensuite, nous pensons aussi que c'est l'occasion pour les autorités intérimaires de travailler sur les retours des réfugiés, les recenser, voilà, pour qu'ils prennent part à ce rendez-vous électoral, parce que ce sont des élections qui les concernent directement. D'accord. Monsieur Boulambaro, tout de suite, Ilad pense que c'est salutaire ce report et que ces 4 mois vont permettre de mieux préparer ces élections. Qu'en pensez-vous? C'est ce que je disais le tout début, quand on parle d'inclusivité, c'est cette raison qui vient d'être évoquée par Ilad. Maintenant, même par rapport au mois d'avril, moi, dans les communiqués, on voit en perspective. Ça n'a pas dit que ça a été reporté pour le mois d'avril, on est en perspective pour le mois d'avril. Même là, encore, il n'y a pas trop de précision. Mais ce qui est sûr, que les partis politiques sont au pied d'œuvre et pour des élections, nous sommes les acteurs majeurs du processus électoral. Qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Ce sont les partis politiques qui sont dans la dynamique électorale et s'il y a concertation, s'il y a consultation, vraiment, nous devons être privilégiés. D'accord. Il a parlé de violation de loi, notamment la loi sur la libre administration. Bon, de quoi s'agit-il? On parle de la violation de la loi par rapport à quoi? Par rapport à l'accord. Ce que j'ai dit, toutes ces lois qu'on vient de prendre là, c'est des lois de complaisance qu'on veut prendre pour et c'est pas pour maquiller l'accord. Il y a des difficultés. Nous avons dit depuis le départ que l'accord tel qu'on veut nous faire appliquer va soulever des tollés en matière sur le plan institutionnel. D'accord. Donc, quand on parle de... Honorable Al-Kaïdi, vous êtes un élu. Que pensez-vous de cette déclaration d'Ilad qui parle de violation de loi? Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui et je reviens toujours à la question que l'accord n'est pas... Qu'est-ce qui a été violé dans ces lois? Ça a été violé. D'abord, les autorités intérimaires. Quand nous avons voté la loi sur les autorités intérimaires, la loi telle qu'elle a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale, c'est elle qui était conforme à l'accord. Mais on a essayé de faire des arrangements pour que ça s'applique à tout le Mali, alors qu'il s'agit de 4 régions, et actuellement peut-être de 5 régions. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. La loi sur la libre administration, la loi sur le code des collectivités, viole bien évidemment l'accord. Parce que l'accord, vous l'appliquez, le Mali est divisé. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, le gouvernement va dans la mise en œuvre à arrondir les angles. C'est ce qui nous va... quelque chose. Vous appliquez l'accord, le Mali est divisé. Absolument. Je le dis et je le répète, je le maintiens. Êtes-vous d'accord avec lui, M. Sangou? Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face. Le Mali, comme je l'ai dit souvent, c'est de Kaya au carrefour de Djéné. Après le carrefour de Djéné, il n'y a pas le Mali. Parce que au centre, c'est Amadou Koufa qui fait sa loi.
Au nord, c'est la SEMA, c'est la plateforme, c'est la MINUSMA, c'est Barkhane. Donc le Mali n'a aucune apprise sur le nord. Et si on applique l'accord dans les dispositions telles que l'honorable vient de dire, c'est le Mali qui est divisé. D'ailleurs, on n'est pas loin de ça, on est en train de s'assimiler à ça. Donc il faut que les autorités se ressaisissent, que tout le monde se ressaisisse, qu'ils engagent le dialogue. Parce qu'il faut des concertations avec tous les fils du pays pour qu'on puisse sortir de cette crise. Sans cela, Monsieur Barreau, est-ce que vous pensez ça aussi? Je m'inscris en faux. On peut bel et bien mettre les intelligences en mutualité pour bien appliquer cet accord-là. Bien appliquer cet accord, mais déjà si on applique tout simplement cet accord, est-ce qu'il divise le Mali comme il y a beaucoup de dispositions qui garantissent l'unicité du Mali. Qu'on accepte de se parler et qu'on ait la bonne foi d'appliquer cet accord-là. Si d'autres ont la bonne foi d'appliquer cet accord, pour que l'accord puisse assurer l'unicité du Mali. Si d'autres aussi veulent appliquer dans un sens de la division, il va de soi qu'il y a tellement. Sinon, effectivement, l'accord, quand tu prends l'accord de façon globale, on peut bel et bien appliquer cet accord-là sans que le Mali soit divisé. On ne peut pas prendre une loi dans une république et dire que la loi s'applique à une partie de la république et laisser l'autre partie. Qu'on s'accorde. Certainement, les gens ne sont pas d'accord. Les dispositions qui sont au préambule de l'accord, les gens ne veulent pas respecter ça. Il suffit de respecter ça seulement pour que les autres dispositions puissent être appliquées sans problème. Alors, juste une petite précision pour mieux comprendre. Quelle est la loi qui concerne une partie du pays et ne concerne pas Al-Kheri vient de dire qu'il y avait une proposition de loi qui avait été déposée à l'Assemblée. Alors que c'est cette loi-là qui était conforme à l'accord. Conforme à l'accord. Maintenant, vouloir appliquer ça, ça amène la division. Maintenant, ça a été modifié pour que... Alors, si les gens ne sont pas d'accord, voilà le blocage. Voilà le blocage. Voilà le blocage. Mais la proposition de loi qui a été faite, comment est-ce qu'on peut faire une proposition de loi? Cette loi qui va s'appliquer à une partie de la République et laisser d'autres parties de la République. Et dire que nous sommes dans un État unitaire. Parlons maintenant de la possibilité... Malheureusement, quand on a pris cette loi, et cette même loi a été violée par l'entente, et l'entente fait exactement ce que l'accord demande. Donc la loi sur la libre administration, la loi sur le code des collectivités, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une seule disposition barreau qu'on applique. Parce que dans le contenu de l'accord, le sens même de l'accord, c'est le partage du pouvoir entre le nord et le sud. D'accord, on ne va pas passer tout le temps sur cet accord de paix, on va poursuivre avec les élections. Parler de la possibilité de la tenue de ces élections aujourd'hui, même avec la situation sécuritaire dans le centre et dans le nord du pays. Aujourd'hui, M. Sango, est-ce qu'il est possible même de tenir ces élections? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et même en avril, si on ne change pas de fusil d'épaule, ce ne sera pas possible. Je crois qu'il y a une nouveauté qui est là sur la scène politique, c'est l'introduction de la mission de bonnes offices, qui a été dirigée par Mamoudou Duko, qui a organisé des concertations dans certaines régions. Et même les concertations qui étaient tenues à Bamako, on a dit qu'il faut négocier avec Amadou Koufa, il faut négocier avec IAT pour les amener dans la région du Mali. Je pense que ça, c'est aussi des préalables, des négociations, des concertations, parler entre Maliens, mais ne pas évoluer seul. Tant que le gouvernement continue à évoluer seul, même en avril 2018, il n'y aura pas d'élection. En juillet, août 2018, il n'y aura pas d'élection. Donc il faut que le pouvoir public regarde les gens, s'asseye avec les gens, parle avec les gens, que ce sont les partis politiques, la société civile, qu'il y ait les cadres de concertation dynamiques pour qu'on puisse sortir de cette crise. D'accord. Boulan Barreau, pensez-vous que les élections peuvent se tenir en avril avec cette situation? Je venais de dire, même par rapport au communiqué, on dit c'est en perspective. Cela veut dire qu'il y a même un doute par rapport en avril. On dit en perspective pour avril 2018. Est-ce qu'ils ont raison de douter ou pas, les autorités? Ils sont les mieux placés pour édifier tout le monde, en tout cas. Parce que tout ce qu'on vient de dire là, qu'on parle d'insécurité, qu'on parle de matériel non adéquat, qu'on parle de SEMA et consorts, ils sont les mieux indiqués, ils sont les mieux placés pour nous édifier par rapport à leur capacité d'organiser les élections. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si on ne fait pas attention, nous sommes en train d'aller vers un bouchon électoral. Où, au mois d'avril, on va parler de l'élection communale, partielle, locale et régionale, où il y a les élections présidentielles et les législatives. On va parler de ça tout de suite. Donc, Monsieur Al-Kaïdi, pensez-vous que la situation du pays aujourd'hui, l'évolution de cette situation permettra de tenir les élections en avril 2018? Absolument pas, ce n'est pas possible. Et quand j'entends le monsieur de la SEMA parler de retour des réfugiés, il y a 2 ans et quelques, l'accord a été signé. Ce qu'on n'a pas pu faire, on va le faire en 3 mois. Ce n'est pas possible. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais les autorités pensent que ces 4 mois vont leur permettre de mieux discuter, échanger avec les uns et les autres et mieux organiser ces élections. Qu'est-ce que les autorités ont dit une seule fois par rapport aux élections qui ont été vraies? Dis-moi une seule. Il n'y en a pas. Écoutons encore Ilad par rapport à ces élections jusqu'à présent.
Je crois que ça dépendra d'une réelle volonté de toutes les parties et notamment du gouvernement parce que c'est aujourd'hui lui l'acteur principal. Il faudrait que le gouvernement montre sa bonne foi et puis qu'il mobilise toutes les énergies positives pour parvenir à un consensus. D'accord. Une petite question. Tout le monde parle de bonne gestion, tout le monde parle de bonne foi. L'opposition, la majorité, la société civile. Alors, où se situe le problème? Est-ce que ce sont les groupes armés qui ne sont pas de bonne foi? L'opposition, la majorité, la société civile? Où se situe le problème, Monsieur Al-Kaïdi? La mauvaise foi, c'est de tous les côtés. De tous les côtés, même de l'opposition? Non, jamais. L'opposition, qu'est-ce que l'opposition fait? Nous avons toujours dit, c'est-à-dire, en fait, que les gens l'acceptent ou refusent. Une seule fois, nous n'avons parlé avec passion. Nous avons parlé seulement en tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Une seule fois, l'opposition n'a pas parlé avec le cœur, tout simplement par le pouvoir, malheureusement. Mais quand on ne veut pas vous écouter, alors que vous aussi, vous êtes une frange importante du pays, ça pose problème. Et c'est ce qui fait souvent peut-être qu'il y a quelques écarts de langage. Mais moi, particulièrement, je ne changerai jamais vis-à-vis de mon pays. Ce que je dis, c'est ce que je pense réellement. Donc, je crois que c'est la mauvaise foi, et la mauvaise foi la plus notoire, c'est celle de la communauté internationale, qui nous a imposé cet accord et qui veut l'appliquer à la lettre. Mais le gouvernement, ce qu'il veut, il veut faire le malin, être plus malin, pas malin dans l'autre sens, c'est-à-dire plus intelligent, essayer dans l'application de l'accord d'arrondir les angles. Et c'est ce que les gens ne vont pas accepter. Parce que quand nous sommes là en train de faire des séminaires ici à Bamako, et ils amènent des blancs de l'extérieur pour leur exposer le contenu de l'accord, on va pas s'accorder. Donc il n'y a pas question de bonne foi ou de mauvaise foi. La communauté internationale veut que l'accord soit appliqué tel qu'il a été signé. Et malheureusement, ça pose problème. Parce que l'aménagement nous dit qu'il y a des parties prenantes à l'accord et que ce n'est pas l'aménagement qui va aller installer un préfet ou un sous-préfet. D'accord. Monsieur Barrow, tout le monde demande qu'il y ait une bonne foi, ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise foi. Où est-ce qu'elle se situe? La mauvaise foi, c'est quoi? Lorsque les groupes armés, jusqu'à présent, refusent de déposer les armes, refusent de se cantonner, c'est là-bas qu'il y a la mauvaise foi. Imaginez comment est-ce qu'on peut vouloir qu'on applique l'accord à la lettre d'un côté, et de l'autre côté aussi, on refuse de désarmer, on refuse de se démobiliser. La mauvaise foi, c'est que les groupes armés refusent de déposer les armes et de se cantonner et d'aller vers les réinsertions. La mauvaise foi se situe à leur niveau. Sinon, le gouvernement est de bonne foi. Le gouvernement est de bonne foi. La société civile, l'opposition également. Bon, là, je ne saurais le confirmer. D'accord. Monsieur Sango, vous, que pensez-vous de cette situation? Non, je pense que les gens ne jouent pas franc jeu, à commencer par la communauté internationale. Et j'ai l'habitude de dire, quand l'aménagement, les missions de paix des Nations Unies rentrent dans un pays, c'est pour 10 ans au minimum. Donc, ils ne sont pas prêts à partir maintenant. Ils sont pas prêts ils recrutent de jour en jour. Ils sont en train de placer leur cadre. Donc, c'est une manière pour eux de résorber le chômage de certains cerveaux. Donc, ils sont pas prêts à partir. Est-ce que cela veut dire qu'ils maintiennent la crise? Le statu quo, ça leur profite. La crise, ça leur profite. Donc, ils ne sont pas prêts à partir. Et Barkhane qui est là, la force Barkhane, les Français qui sont là, ils sont en train dans une position de reconquête de leur aura d'avant 1960, avant l'indépendance. Donc, ils ne sont pas prêts à partir. Ils ne veulent pas la paix. La mauvaise foi aussi, c'est les groupes armés qui jouent le jeu de la communauté internationale pour qu'il y ait toujours la crise, pour qu'ils puissent durer ici et en leur miroitant des choses. Bon. Mais aussi au niveau du gouvernement, vous savez, il y a un amateurisme terrible. Au même moment où vous reportez les élections, au même moment où vous réalisez des dispositifs de la loi électorale qui ne vous arrangent pas, alors qu'au préalable, il n'y a pas eu de concertation avec tout le monde. Donc, la mauvaise foi, c'est aussi au niveau du gouvernement qui n'est pas là pour jouer le jeu. Alors qu'on est en train d'aller à un niveau où, en 2018, si on ne fait pas attention, on sera au mire et on sera obligé d'ouvrir une transition au lieu d'aller aux élections. On va en parler de cela. Vous avez parlé de tous les acteurs, mais vous n'avez pas parlé de l'opposition et de la société civile. La société civile, comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, il y a une cadre de concertation qui existe entre la société civile et le gouvernement. Mais elle n'est jamais dynamique parce que le gouvernement ne veut pas que la société civile. Je vous donne un seul exemple. Dans la nouvelle loi qui a été relue, ils ont relé un seul dispositif. Mais quand vous prenez le dispositif par rapport à la CENI, on dit que c'est 10 membres des partis politiques, de la majorité de l'opposition, et puis 5 de la société civile. Et des 5 de la société civile, on retrouve le syndicat autonome de la magistrature, qui est un pouvoir judiciaire. Au Mali, la Constitution dit qu'il y a des pouvoirs. Les 3 pouvoirs, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Mais comment un membre du pouvoir judiciaire, on le considère comme société civile? Donc, quelque part, c'est une mauvaise foi du gouvernement qui ne veut pas qu'on en discute. Et ça, il faut qu'on en discute. D'accord. Et qu'en est-il de la situation des réfugiés et des déplacés?
La situation des réfugiés et des déplacés, c'est un fonds de commerce des mouvements, à notre sens. Parce que des gens peuvent se déplacer, se réfugier dans notre pays et refuser de revenir. On dit toujours que les réfugiés, pour qu'ils reviennent au pays, ça doit être volontaire. S'ils ne sont pas prêts à revenir, ils ne reviennent pas. Mais ensuite, la crise qui est entretenue par la communauté internationale pour que la crise puisse durer ne permet pas à des gens de revenir. Donc il y a ces deux données qui sont là et qu'il faut prendre en considération. D'accord. M. Barrow, est-ce que des dispositions sont prises pour que les réfugiés qui vont rentrer puissent voter, ceux qui sont restés sur place également puissent voter et les déplacés, eux aussi, puissent voter en avril 2018? Bon, moi je pense que par rapport aux déplacés, aux réfugiés, comme on l'a si bien dit ici, ça fait des années qu'ils sont là-bas. On cherche à demander à ceux qui reviennent. Je ne pense pas qu'on va aussi attendre le retour de tous ces réfugiés, de tous ces déplacés pour aller vers des élections. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on se complaise avec le processus électoral. Parce que ça, c'est les élections locales, communales et régionales. Mais tout à l'heure, là, Sango venait de parler d'une transition. Non, on ne peut pas quitter, on ne peut pas refuser une transition et vouloir maintenant proposer une transition aux Maliens. Je pense qu'en 2013, nous avons... On va parler de cette transition vers la fin du débat. Oui. Mais par rapport aux réfugiés et aux déplacés, tout de suite, M. Sango disait que c'est un fonds de commerce, que certains ne veulent même pas rentrer. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de rester là-bas? Est-ce que les conditions également pour le retour sont mises en place? Non, honnêtement parlant, quelqu'un qui était un résident du Nord, actuellement, s'il veut retourner volontairement, là, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a pas de problème. Si sa maison a été détruite, voilà. Est-ce que sa maison a été construite? Il n'y a pas de conditions optimales pour vraiment... Est-ce votre position, M. Al-Kaïdi? Ma position est que qui doit réunir les conditions pour que les réfugiés retournent? C'est les mouvements. Qui a des armes? C'est les mouvements. C'est les mouvements qui ont les armes. C'est les mouvements qui doivent créer les conditions pour que ceux-là... C'est pas le gouvernement qui doit réunir les conditions. Mais le gouvernement et les mouvements. Parce que dans tous les cas, c'est le gouvernement qui doit créer toutes les conditions pour que les réfugiés retournent. Mais est-ce que le gouvernement peut créer les conditions sans et que cela se fasse avec les mouvements? Ce n'est pas possible. Donc j'ai dit les mouvements, depuis 2 ans et demi que l'accord est signé, qu'est-ce qui a été fait à ce niveau, à part simplement dire chaque fois qu'il y a problème, c'est parce que les réfugiés ne sont pas là, c'est parce que les déplacés ne... Parce que moi je l'ai toujours dit, j'ai dit que les mouvements vont arriver à un moment. Vous avez entendu l'autre jour un déplacé, les langages vont commencer à changer. Parce que si vous dites que vous défendez des gens et qu'en fin de compte, vous ne faites rien pour que ceux-ci puissent retourner chez eux. Parce qu'aujourd'hui, il suffit simplement de déposer les armes. Est-ce que c'est aussi simple? On parle de l'intégrité territoriale du Mali. L'intégrité territoriale, dans le sens simple du terme, c'est qu'on peut aller et revenir sur tout le territoire. Est-ce que c'est le cas? À ces élections, il y a également le processus de révision des listes électorales qui est en cours pour permettre à des jeunes qui ont atteint 18 ans de pouvoir voter et d'autres personnes qui sont décédées de rayer leur nom de la liste. Est-ce que ce processus de révision également, la date devrait être élargie? Bon, je crois qu'on doit donner les conditions pour que tout le monde soit enrôlé. Et j'ai dit aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que vous pouvez être simplement, si vous êtes du RPM, vous pouvez aller au centre d'état civil, je ne sais pas comment on l'appelle là-bas, vous pouvez avoir à vous faire enrôler par leur avec. Êtes-vous en train de dire qu'il y a des endroits où des gens du parti RPM peuvent aller... Ce n'est même pas caché ça. Est-ce que ça c'est le secret de Polichinelle? Avez-vous constaté cela, M. C'est le secret de Polichinelle? Bon, tout le monde se prépare pour les élections, que ce soit les RPM ou les autres partis politiques. Mais ce que nous, on a vraiment noté, c'est le manque d'engouement des nouveaux majeurs, ce qu'on appelle nos nouveaux majeurs. C'est-à-dire de 2013 à aujourd'hui, ceux qui ont atteint 18 ans et qui sont atteint 18 ans, à 2013, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, leur enrôlement pose problème. Parce que c'est le gouvernement seul qui est en train de faire campagne et qui fait une très mauvaise campagne pour les enrôler. Et personne n'est associé à ça. Notamment les partis politiques ne sont pas associés pleinement. Les organisations de la société civile ne sont pas associées. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est 5% des nouveaux majeurs qui sont enrôlés. Alors que ça pose un problème pour le fichier électoral même, pour la viabilité du fichier électoral. Et ce fichier électoral même, qui a été conçu en 2013, qui a servi aux élections de 2013, doit être toiletté de long en large. Ça n'a pas été fait et ça pose aussi un autre problème pour 2018. À vous entendre parler, il semblerait que rien n'est bien fait. Alors où est-ce que le gouvernement est bien parti par rapport à la préparation de ces élections? Rien n'est bien fait parce que jusqu'à présent, on n'est pas en train de se mettre dans la tête que les élections, c'est le socle de la démocratie et qu'on doit respecter les échéances. Comme le dit toutes les conventions, même le protocole additionnel de la CEDEAO dit qu'il faut que le gouvernement respecte les échéances. Mais quand on se plaît à reporter, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, on n'est pas organisé.
Le problème principal à notre entendement, c'est qu'il n'y a pas un organe unique de gestion des élections. Le ministre de l'administration territoriale qui est là, vous savez, il y a trois acteurs. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui fait la récolte des données par rapport aux données biométriques, aux fichiers d'état civil, etc. Et puis, ça va à la DG qui confectionne le fichier électoral. Maintenant, entre la DG et le ministère, des données peuvent être perdues, des gens ne peuvent pas être enrôlés, donc ça pose des problèmes. Et puis il y a la CEDI qui est là, mais qui ne gère en fait rien. Donc il faut un organe unique de gestion pour sortir de tous ces tripotages, un organe unique de gestion des élections qui s'occupe uniquement du processus électoral et qui veille à ce que les échéances électorales se tiennent à temps. D'accord. Partagez-vous son avis, vous qui êtes de la majorité? Je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord. D'accord. Écoutons ce citoyen lambda qui ne cache pas sa crainte par rapport aux futures élections qui doivent se préparer ici au Mali. Moi, mon sentiment est un sentiment vraiment de peur. De peur pourquoi? Parce que c'était une élection cruciale, une élection d'importance majeure qui vient en prélude aux élections présidentielles, comme tout le monde le sait. Bon, repousser ces élections aujourd'hui à une date qui va s'approcher encore de la date des présidentielles, ça nous donne un sentiment d'incertitude. Ça nous crée un sentiment vraiment de peur parce que les rumeurs couraient déjà pour des possibilités de transition. Il y a des voix qui se sont posées des questions par rapport à cela. Donc, nous avons un sentiment d'être entraînés un peu vers cette situation, même si tout est encore possible, mais ça pose des interrogations. Al-Kaïdi, que pensez-vous de cette inquiétude de ce citoyen? L'inquiétude, l'être réel, elle est palpable, on n'a pas besoin de le dire, mais dans tous les cas, transition, pas transition, moi je dis que dans ce pays-là, j'attends de voir. Je ne prononcerai, je ne donnerai un pronostic par rapport à quoi que ce soit. Tel que les choses sont en train de partir, il faut voir simplement pour pouvoir se prononcer. Pensez-vous qu'on risque une transition? Mais ce n'est pas risquer une transition. Mais si on est dans l'impossibilité d'organiser les élections, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas si c'est une transition. Oui, si qu'est-ce que la loi a prévu dans ce cas? Mais je ne sais pas ce que la loi a prévu dans tous les cas. Moi, je ne rentre pas dans ce... D'accord. Boulambaro, vous, que pensez-vous de cette réaction du... Non, moi je pense que l'inquiétude elle est fondée. Et je pense qu'il ne faudrait pas ce que j'ai dit, par complaisance là, qu'on se donne le luxe à ne pas organiser des élections, surtout pour les élections présidentielles. Parce qu'en fait, l'élection qu'on vient de reporter là, ça c'est un fait nouveau, c'est une réforme qui a été introduite dans notre système électoral cette fois-ci. Maintenant, d'habitude là, nous organisons les élections présidentielles et législatives. Il ne faudrait pas quand même qu'on soit complaisant par rapport à ces échanges-là. Parce que là, si on ne fait pas les élections à date indiquée, on va ouvrir un boulevard qu'on ne pourra pas refermer. Déjà, nous savons que la communauté internationale est là, les groupes armés sont là, le pays est très fragile. Je pense que nous devons se forcer à tenir ces élections présidentielles et législatives. Alors, donc qu'elle soit améliorée, je parle de la situation sécuritaire ou dégradée, on ne le souhaite pas. Vous pensez que les élections présidentielles doivent se tenir? Nous devons tout mettre en œuvre. Dans la mesure où, en 2013, nous sommes forcés à tenir une élection présidentielle pour sortir de la transition qui nous a donné la chance d'être accepté par la communauté internationale. Alors, je ne vois pas de raison qu'aujourd'hui, un pouvoir légitime et légal en place pendant 5 ans, qu'au bout de 5 ans, qui n'arrive pas à organiser des élections comme on le souhaite. D'accord, sans votre avis sur cette question de transition. Bon, mon avis c'est que actuellement le gouvernement est en train de tout faire pour qu'on aille dans le mur. Dans le mur, c'est-à-dire dans la transition, dans le fait qu'il n'y aura pas d'élection en 2018. Parce qu'il y a des préalables pour l'organisation des élections et il y a aussi cet amateurisme qu'on voit beaucoup. Il y a beaucoup d'amateurisme. Vous savez, quand on arrive aujourd'hui à la banalisation du pouvoir, la banalisation de l'État même. Parce qu'il n'est pas bon pour un État, à chaque fois, de convoquer, suivant un décret, pris en conseil des ministres, des échanges électoraux, après de dire non, on reporte. Ça a été fait pour les élections communales 4 fois. Et ce qui n'est pas nouveau, c'est pas nouveau, les présidents des conseils de secte, peut-être le mode de désignation, mais oui, les élections des présidents des conseils de secte, des conseils étaient connus. Donc, ce n'est pas bon chaque fois de prendre des décisions au niveau au plus haut sommet de l'État et puis après de revenir sur ça. Ça devient la banalisation du pouvoir et ça fait que le pouvoir n'est pas sérieux. Et il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on se prépare
comme l'a dit le ministre, pour des larges concertations. Mais les larges concertations, là, c'est une foi aussi, c'est la bonne foi du gouvernement qui est là. Vous dites que le gouvernement fait tout pour qu'on aille vers une transition. Est-ce que le peuple acceptera qu'on aille vers cette transition? Le peuple n'acceptera pas qu'on aille vers des élections bâclées. Donc s'il faut faire une transition, ouvrir une transition pour mieux organiser, le peuple va accepter. D'accord. Est-ce que l'opposition acceptera qu'on aille vers une transition? Est-ce que l'opposition a un choix ici au Mali aujourd'hui? L'opposition n'a aucun choix. La seule chose que je dis, sur laquelle j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'exception. Et une situation d'exception, il faut des conditions exceptionnelles. Et c'est quoi? Comme une transition? Pas une transition. Il faudrait que nous nous asseyions, que nous acceptions de nous parler et que nous trouvions les solutions. Moi, j'ai dit, je peux donner un exemple. D'accord. Aujourd'hui, si nous-mêmes sommes... Quand vous dites à vos électeurs qu'aujourd'hui, est-ce que l'opposition a un choix? Est-ce que vous les rassurez? Mais moi, je les rassure. Mais qu'est-ce qu'on est dans un pays? C'est le pays qui ne nous rassure pas. C'est pas moi qui suis au pouvoir. Si l'opposition était au pouvoir, j'allais vous dire exactement ce que nous allons faire. Mais puisque personne ne sait ce qui doit être fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes électeurs? Absolument rien, que d'attendre de voir ce qui va se faire. C'est ce que j'ai dit. Il faudrait que nous nous concertions, que nous nous donnions des règles et que nous acceptons tous les règles. Si tout le monde accepte les règles, que vous perdiez, que vous gagnez, vous allez accepter aller. C'est ça. Sinon, c'est bien possible qu'on fasse les élections, mais à condition qu'il y ait des concertations par rapport à ça, qu'on arrête tout et qu'on soit tous d'accord sur le schéma. D'accord. En attendant, les élections présidentielles, ce sont celles d'avril 2018 qui se préparent. Alors, 1 minute pour chaque invité avant de clore ce débat. Peut-on s'attendre à des élections réussies en avril 2018 si, bien sûr, elles se tiennent? Nous osons espérer que ces élections-là soient des élections réussies pour les Maliens. En 2018, en avril 2018. Ça, c'est en tout cas mon souhait le plus ardent. Et nous invitons aussi tous les acteurs du processus électoral, du jeu électoral, à se mettre ensemble pour qu'on puisse aller vers des élections réussies. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Oui, si on était sur la bonne voie, on n'allait pas reporter. Parce qu'on parle du report parce qu'on était sur la bonne voie. Nous avons reporté pour être sur la bonne voie. Nous souhaitons qu'effectivement, cette fois-ci, que nous acceptons de prendre effectivement la bonne voie pour aller vers des élections réussies. D'accord. Al-Kaïdi, pensez-vous que le Mali va réussir les élections prévues pour avril 2018? En tout cas, c'est de l'intérêt de tout le pays que ça soit ainsi. Il faudrait absolument, parce que quand on va avoir des élections bâclées qui ne seront pas reconnues, c'est une crise à l'infini. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ces élections ne soient pas bâclées? Le gouvernement doit tout faire et aujourd'hui accepter de parler avec tout le monde pour que cela soit. Avec tout le monde. Et chacun va amener sa proposition, mais il s'agit du Mali. Si nous voulons tous mettre le Mali au-dessus, je crois que nous réussirons. Mais malheureusement, certains veulent vraiment qu'on reste dans ce tohibohi. Le dernier mot à vous, M. Sango de la société civile. Pensez-vous qu'on va réussir ces élections en avril 2018? Comme l'ont dit mes prédécesseurs, si on accepte de parler, parce qu'il y a un autre front qui est en train de s'ouvrir, qui est les régions nouvellement créées, qui veulent être érigées en régions véritables. Donc il y a cet autre front qui est en train de se créer, en plus des fronts qu'on connaît déjà. Mais il faut une véritable concertation entre tous les acteurs. Tant qu'il n'y a pas une véritable concertation entre tous les acteurs et que le gouvernement veut faire solo seul, ça n'ira pas loin. Est-ce que vous êtes prêt à aider le gouvernement à soulever ce défi? Nous, on est toujours prêts à aider parce qu'il s'agit du Mali et nous, on est prêts à mettre le Mali au-dessus de tout. D'accord. Et c'est ce qui met fin à ce débat sur les élections. Est-ce qu'elles peuvent se tenir et à la satisfaction de tous les Maliens en avril 2018? C'était le thème avec nos invités, Boulan Baro de la majorité présidentielle, Al-Kaïdi Touré de l'opposition et Ibrahim Sango, président de l'Observatoire des élections. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde Salim Diouara, régie vidéo assurée par Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré, on se retrouve demain pour un prochain numéro. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.